c'est d'être ouvert d'esprit. Il y a certains gens qui veulent commencer directement comme courtier, alors que ce serait peut-être plus bénéfique de commencer peut-être comme associé et d'apprendre, de faire un sacrifice pour 1 an ou 2, mais qui va permettre à leur business de décoller beaucoup plus rapidement. C'est important en tant qu'individu de réaliser que c'est une business qui est individuelle, que ton succès est majoritairement créé par tes actions à toi. Si tu mets beaucoup plus d'efforts, c'est impossible que tu n'auras pas les résultats que tu veux, là. Le domaine du courtage est en constante évolution. Dans une ère technologique où le changement est presque assuré et inévitable, il faut plus que jamais rester à jour et s'adapter aux tendances innovatrices de notre domaine. Vous voulez apprendre des meilleurs courtiers hypothécaires et immobiliers du Québec? Vous voulez devenir un leader dans le courtage? Voici le podcast qu'il vous faut. Les courtiers du Québec avec Seroujane Kenishalingam. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les courtiers du Québec, on a un invité spécial aujourd'hui, un courtier en financement commercial. Donc c'est différent. Habituellement, j'invite du monde dans le financement résidentiel. Alors j'ai vraiment hâte de parler avec cette personne qui est devant moi, Brian Fadoul de PMML. Brian Fadoul, pour parler un peu de lui rapidement, ça fait 1 an qu'il est courtier. Avant ça, il était à la banque TD, dans le financement également. Donc, il y a beaucoup de bagages, il y a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, il y a vraiment un succès phénoménal depuis qu'il a commencé. Pour dire le chiffre exact, là, 70 millions en 1 an. Alors, pour avoir 70 millions en 1 an, premièrement, il faut avoir beaucoup d'expérience. Il faut faire quelque chose de vraiment bien. Alors, je voulais inviter pour qu'il partage avec nous, pour nous inspirer tout simplement. Brian Fadoul, merci d'être ici. Merci à toi, ça fait super plaisir de partager avec tout le monde, puis très content de l'invitation. Hey man, quand tu m'as dit que tu voulais faire ça, j'étais super content. J'ai hâte d'apprendre. Le commercial m'intéresse énormément. Je fais du commercial privé, mais du bancaire, c'est tout un autre monde. Alors, je me suis dit, quoi de mieux qu'à inviter Brian? Et je t'ai connu avant que tu rentres chez PMML. Tu commençais dans PMML. C'était ma première semaine, en fait. C'était la première semaine. Et c'est fou, à 1 an, avec autant de volume, autant de succès, c'est quand même quelque chose de extrêmement inspirant. Alors, je me suis dit, je vais t'inviter. Donc, merci encore. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas Brian, dis-moi qui tu es, où tu as grandi, un peu ton background. Tu as un petit teint bronzé, là. Alors, j'aimerais savoir où est-ce que tu viens. Alors, yes, je te laisse parler. Ça, c'est à cause que j'étais en voyage au Mexique durant le temps des fêtes. Je pense pas que ça peut être la seule raison. Fadoul, ça dit quelque chose. Ah, c'est ça, mais non, d'origine syrienne. En fait, Okay. Je suis né ici. Mes parents ont immigré, ça fait presque 30 ans. Donc, je suis né à Laval, grandi à Laval toujours. Écoute, mes parents sont venus, ils ont travaillé extrêmement fort. Donc, tu sais, on vient d'un background assez humble, là, tu sais, rien d'extraordinaire. Mais j'ai toujours eu beaucoup de reconnaissance pour mes parents. Ils ont travaillé super fort. Puis ça nous a permis d'être où est-ce qu'on est aujourd'hui, d'avoir une motivation là, à vouloir achieve plus dans la vie. Fait que ça, c'est quelque chose de mon background qui me drive constamment. Sinon, écoute, j'ai une éducation. Je suis allé à l'université, bac en finance, HEC. Puis ensuite de ça, j'ai commencé ma carrière à Toronto dans le monde de l'investissement, du placement. Donc, je faisais de la vente de fonds mutuels à des conseillers en placement. Et ensuite de ça, j'ai travaillé pour la Banque nationale dans le même rôle. Donc, environ 2 ans, là, j'ai passé dans le monde du placement, mais j'avais toujours la piqûre de l'immobilier commercial. Tu sais, ça avait commencé environ à l'université. Tu sais, je voulais commencer à investir dans le multilogement, etc. Donc, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, c'est le temps d'essayer l'immobilier commercial. Puis, j'avais une porte d'entrée à la banque TD avec un de mes amis de l'université, justement, qui cherchait des associés. Donc, je suis rentré dans le programme d'associés, puis rapidement, là, je pense qu'après 10 jours, il y avait quelqu'un qui était parti, j'avais repris le portefeuille, puis en dedans de 4 mois, j'avais été vraiment promu officiellement comme directeur de compte. Puis ensuite de ça, ma première année à la banque TD, là, j'avais fini 2e au Québec Atlantique, Wow. dans les directeurs de compte. Fait que, tu sais, ça a super bien été. Je fais ça environ pendant 2 ans. Puis ensuite de ça, ben, j'ai décidé là, que l'avenue pour moi, c'était de devenir courtier hypothécaire commercial à mon compte. Puis depuis 1 an, là, je me suis joué à PMML. Puis depuis ce temps-là, la business elle a complètement explosé. Puis c'est un peu ça mon background. Wow, tout un background. Puis je vois que le bancaire, ça t'a sûrement beaucoup aidé. On va rentrer plus dans les questions bancaires, c'est quoi la différence et tout, un peu plus tard. Mais j'avais une question que je veux absolument te poser.
j'aime ça poser à tout le monde. En fait, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune? Mettons, à ton adolescence, je pense pas que tu voulais devenir courtier hypothécaire. Non, exactement. Ben, en fait, quand j'étais plus jeune, j'avais commencé une formation dans tout ce qui était sciences. Là, je voulais devenir médecin. Mais c'était un peu plus mes parents qui voulaient que je devienne ça que moi, ce que je voulais. Mais ça, je m'en suis rendu compte, je te dirais, au cégep, à ma 2e année de cégep, j'étais comme, je m'ennuie totalement, ça m'intéresse pas. Je voulais aller dans tout ce qui était business. Puis à ce moment-là, je voulais aller à la bourse, là, donc dans le placement. Puis c'est comme ça que j'ai commencé là, avec mon intérêt pour tout le monde de l'investissement, du placement. Puis ensuite de ça, ça change tout le temps. Après ça, c'était l'immobilier. Puis en ce moment, je pense que ça va être l'immobilier là, pour longtemps encore. Là. Alright tout le monde, j'espère que vous aimez l'épisode. Je vais prendre 2 minutes de votre temps pour parler de mes commanditaires. Donc je suis vraiment fier de les représenter, de les supporter. On va commencer par File Complete. File Complete, c'est un service québécois local qui nous aide à aller chercher la documentation fédérale. Donc, tous les avis de cotisation fédéraux, les allocations familiales, les T4, ils vont tout aller chercher pour vous en dans de 3 à 4 heures, rapidement. Vous savez à quel point ça peut être pénible d'attendre après la documentation des clients. Les clients sont motivés, ils veulent aller de l'avant avec vous. Par contre, ils sont démotivés par toute la documentation ou ça traîne. Donc, File Complete, ça enlève ce poids. Ils vont aller directement chercher pour vous en dans de 3 à 4 heures aussitôt qu'on fait la demande. Tout ce que les clients doivent faire, ils reçoivent un texto, ils doivent signer le consentement et that's it. Donc, j'avise tout le temps mes clients qui vont recevoir un texto de leur part et je leur dis que ça va économiser beaucoup de temps. Vraiment, c'est un service qui est indispensable pour moi. Donc, guys, jetez un coup d'œil, regardez à quel point ça peut vous aider. Cliquez le lien dans la description pour aller directement dans leur page. Et mon deuxième commanditaire que je suis extrêmement fier de représenter est la compagnie Gymnab. Gymnab, c'est 2 courtiers hypothécaires qui ont décidé de développer un système de CRM à travers Pipedrive. Pipedrive, c'est un CRM. Ça veut dire quoi CRM? C'est Customer Relationship Management. Donc, c'est un CRM qui aide plusieurs industries, plusieurs professionnels avec leur business, donc filtrer, faire des suivis, faire des ventes, vraiment un système, un tableau de bord avec tous les clients. Évidemment, Pipedrive n'est pas configuré pour les hypothèques, mais c'est une plateforme qui coûte vraiment pas cher. Donc, avec $20, vous pouvez commencer $20 par mois. Donc, Gymnab, Nabil et Jimmy, vous allez rencontrer évidemment. Si vous voulez utiliser leur service, ils se sont dit, OK, il va prendre Pipedrive et mettre toutes les choses qu'on a besoin pour un courtier hypothécaire d'avoir vraiment un bon CRM. Donc, des suivis, des rappels, des envois de courriel. Donc, vraiment, ça remplace une assistante virtuelle pour un montant ridiculement. Donc, avec aussi peu qu'un dossier, vous allez rentabiliser l'investissement que vous allez faire avec Gymnab. Donc, guys, moi, j'utilise personnellement Gymnab et vraiment là, je peux augmenter mon volume sans négliger le service. Vous savez à quel point les services sont extrêmement importants. C'est ça qui nous démarque en tant que courtier hypothécaire et les courtiers à rabais, par exemple. Alright? Sur ce, si vous êtes intéressé par leur service, je vais marquer dans la description leur page web, leur courriel, leur contact pour que vous puissiez les contacter. Aussi, guys, j'ai un petit cadeau pour vous. Vous savez quoi? Si vous mentionnez mon nom, Sirou-Jeanne, Sirou, peu importe, vous allez avoir 10% de rabais sur leur service. Alright, guys, donc remerciements plus tard. Pour finir, guys, prends seulement des commanditaires qui sont intéressants, payants pour notre domaine. Alors, je vous garantis que c'est des services qui sont indispensables pour votre business. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode. C'est drôle que tu me dis que les placements, les stocks, ça t'intéressait. C'est pour ça que ça t'a amené vers l'immobilier. C'est la même chose pour moi. J'étais un wannabe stock trader. J'étudiais beaucoup les finances, j'étudiais beaucoup les stocks. J'avais construit mon ordi, j'avais 3 écrans pour trader. Puis éventuellement, j'ai transigé vers l'immobilier. Donc, on a un certain parcours similaire. Pourtant, je n'ai pas fini mon université comme toi tu as fait. Tu as un bac en finance. Mais tu aurais pu avoir un bac ou tu aurais pu ne pas avoir un bac puis réussir en courtage. N'importe qui peut réussir en courtage. Dis-moi, c'est quoi la différence entre un banquier et un courtier? Donc, tu as fait la même job, right? Ouais. Mais pour la banque TD. Maintenant, tu travailles avec plusieurs banques. Je peux te dire la différence dans le résidentiel, mais ça doit être un peu différent dans le commercial, en même temps similaire. Donc, je te laisse parler. C'est quoi la différence pour toi? C'est quoi les avantages et les inconvénients? Très bonne question. C'est sûr qu'en tant que banquier, tu travailles pour l'institution financière.
Donc, l'institution financière va te donner certains objectifs de volume, de nouveaux clients, de frais, etc. à aller chercher par année sur un portefeuille de clients qui te donne. Fait que, en tant que banquier, tu rentres déjà avec un portefeuille de clients. Ça peut être environ 50, 60, 70, 80 comptes commerciaux. Ça peut être entreprises, ça peut être du prêt immobilier, ça peut être des restaurants, ça peut être diverses entreprises. Puis, tu es toujours limité, par contre, par les politiques de la banque. T'sais. Puis ces politiques-là, dans le commercial, dépendamment du contexte, et spécialement en ce moment COVID, d'une banque à l'autre, l'appétit du crédit va changer pour certains produits. Donc, en tant que banquier, tu es obligé de te conformer aux politiques de la banque. Donc, certains produits qui sont faisables ailleurs ne sont peut-être pas faisables chez toi. Et tu peux perdre peut-être de la clientèle, mais d'un autre côté, en tant que banquier, tu as un certain salaire, tu as un certain bonus aussi, dépendamment de l'atteinte des objectifs. Mais tu es toujours capé au niveau de la rémunération. Fait que la grande différence pour moi, en tant que courtier, c'est que courtier, tu n'as aucune limite par rapport à la rémunération. Puis ta rémunération va être en conséquence du nombre de personnes que tu vas aider, des solutions, des financements avantageux que tu vas trouver pour les clients. Puis ça vient avec. Tandis qu'à la banque, tu es toujours comme capé par un certain montant. Puis, une fois que tu as atteint tes objectifs, bien, souvent, les gens, bien, ils vont prendre ça un petit peu plus relax pendant quelques mois jusqu'à temps que la nouvelle année recommence. Tandis que courtier, si tu es motivé, tu peux toujours faire plus de dossiers. Et aussi, tu sais, pas mal similaire, tu gères ton temps. À la banque comme banquier, tu gères ton temps aussi, mais tu dois un peu te conformer aussi à l'horaire de la banque et tout ça, les heures de travail. Tandis que courtier, bien, écoute, tu travailles quand tu as à travailler, puis tu travailles en fonction de tes objectifs personnels, tu sais. Mm-hmm. Donc, c'est un peu ça les avantages. Tu es plus entrepreneur. À la banque, tu as un certain côté intrapreneur. Mais écoute, c'est une super belle école, la banque, quand même, là, mais c'est ça. C'est ça les avantages. Là, ça ressemble beaucoup au résidentiel. Alors, tu travailles avec plusieurs banques et chaque banque est différente. Chaque banque offre des produits différents. Oui, c'est un bon crédit, bon salaire et tout le monde peut accepter, mais tu as des produits différents. Donc, ça ressemble beaucoup du résidentiel, donc il n'y a pas une grande différence. C'est ça. C'est la même chose, en fait. Exactement. C'est la même chose. Quelqu'un qui veut apprendre le financement commercial, toi, ça t'a beaucoup aidé le fait que tu travailles pour une banque, mais quelqu'un qui veut apprendre, qui ne travaille pas dans une banque, qui est courtier hypothécaire résidentiel et aspire à devenir un courtier dans le commercial, où est-ce qu'on peut apprendre? Il n'y a pas d'école pour ça. C'est clair. Puis tu sais, ça vient avec l'expérience. Plus tu fais de dossiers dans le commercial, plus tu apprends. Mais de toute façon, même quand on a de l'expérience, il y a toujours des particularités dans certains dossiers. Fait qu'on est toujours en mode apprentissage parce que les structures de financement ne sont pas toujours similaires dépendamment des transactions. Il y a beaucoup plus de latitude. Mais je te dirais, je prends exemple un peu de PMML. On a mis en place un programme d'associés. Donc, souvent, ceux qui sont dans le résidentiel, ils veulent se lancer dans le commercial. Bien, ils peuvent se joindre à un courtier, mettons, d'expérience comme moi ou d'autres dans mon équipe. Puis, ils peuvent apprendre à travers ça. Puis, c'est là qu'ils vont se faire les dents, ils vont avoir un coaching, ils vont avoir un revenu garanti avec un certain bonus. Puis, je pense que c'est une super belle formule. Puis, à la banque aussi, quand tu commences avant d'être banquier, tu es associé. Donc, tu ne parles pas tout de suite aux clients, tu travailles les dossiers des directeurs de compte seniors. Puis, ensuite de ça, tranquillement, avec l'expérience, bien, on te donne un portefeuille. C'est un peu le même concept dans cette business-là. Parce que c'est une business qui... Ça prend pas du jour au lendemain. Il faut que tu fasses des dossiers pour comprendre. Puis si tu te lances, selon moi, mon opinion, il y en a qui ont réussi. Tu sais, l'exemple comme Mathias dans notre équipe, Jean-Philippe, ils sont partis du résidentiel, leur business a complètement explosé. Ça va dépendre aussi du type de personnalité, mais il y en a pour qui, s'ils sont complètement green, qui n'ont pas nécessairement de connaissance de l'immobilier ou de l'investissement immobilier, bien, ça va être peut-être plus long à aller chercher cette croissance. Mais c'est pas impossible. Alors, shadow quelqu'un, travailler pour quelqu'un, c'est la meilleure école, selon toi, puis selon moi également. Donc, c'est ça que tu me dis, en fait. Exactement. J'adore ta réponse. Je vois un peu la différence entre le résidentiel et le commercial. Pour les gens qui veulent faire du commercial, mais ils ne s'attendent pas à grand-chose, ils ne savent pas comment le commercial, y a-t-il une grande différence entre le résidentiel et le commercial, autre que le financement, comme le travail qui est mis derrière? Bien, je pense que, tu sais, moi, j'ai jamais fait de résidentiel, fait que je peux pas nécessairement comparer. C'est sûr que je travaille ou je parle avec des courtiers là, qui sont en résidentiel ou des spécialistes hypothécaires. Puis, c'est pas nécessairement le même travail, tu sais, dans le sens que nous autres, on a un travail qui va être un peu plus
on parle à une clientèle plus investisseur, parler de rendement, parler de mise de fonds, de structure de financement, comment on peut aller maximiser les financements, comment aller chercher le plus de financement sur certaines acquisitions. C'est un peu je pense que dans le résidentiel, comme je te dis, j'ai pas vraiment d'expérience, mais il y en a qui vont travailler peut-être plus avec les premiers acheteurs, il y en a qui vont travailler avec des acheteurs qui en ont déjà quelques-uns. Je pense qu'il y a un côté un peu plus émotionnel, quand les gens vont acheter des maisons ou des condos pour la première fois. Tu es plus vu, je pense, en tant que courtier, comme le héros du client quand il fait accepter du financement, tandis que dans le commercial, c'est it's business to business. Souvent, les clients, ils vont te remercier vite, puis la transaction est faite, puis après ça, tu gardes contact, mais c'est un peu différent, je pense, de ce côté-là, selon moi. Là, mais... Alors, un courtier qui... c'est quoi les choses que tu aimes du côté commercial? Oui, il n'y a pas le côté émotionnel. Oui, les clients, ils ne sont pas en train de pleurer si tu as réussi à acheter leur maison. Mais qu'est-ce que tu aimes? Ça arrive, ça m'arrive souvent. Alors, qu'est-ce que tu aimes du côté commercial? C'est-tu le côté investisseur, parler de l'investissement? Qu'est-ce que tu aimes exactement? Mais je pense que je trouve ça très stimulant dans le sens qu'il y a un gros côté d'analyse. Tu fais beaucoup de calculs, tu regardes différents scénarios. Il y a beaucoup de variables qui rentrent en jeu puis qui font que le financement, tu peux aller chercher un financement qui est meilleur. Fait que, il y a quand même beaucoup de facteurs. C'est quand même différent d'une banque à l'autre. J'aime aussi le fait que tu parles quand même à des propriétaires des fois qui ont des parcs assez impressionnants ou des immeubles, un bon portefeuille. Puis tu es capable d'avoir des conversations avec ces gens-là. Puis tu peux leur demander un peu sur leur parcours puis comment ils sont rendus là. Fait que, en tant que courtier, c'est toujours intéressant d'entendre les histoires à succès des clients. C'est quand même très inspirant. Moi, je trouve que souvent, on fait des financements en tant que courtier, puis c'est pas nous qui prenons le risque en tant que courtier, c'est les clients qui vont signer les prêts personnellement, qui vont cautionner, qui vont mettre vraiment le risque. Puis moi, je trouve ça, j'ai beaucoup de reconnaissance envers mes clients, puis je trouve ça vraiment, vraiment intéressant là, de ce côté-là. Parce que des fois, ça te donne la curiosité d'apprendre plus sur comment il a réussi, j'imagine. Moi, en tout cas, c'est sûr que quelqu'un qui a 200 portes, il y a toute une histoire derrière. Donc, toi-même, tu es un investisseur. Donc, c'est sûr que tu vas aller chercher un peu plus de connaissances grâce à tes clients, j'imagine. C'est sûr. Puis, l'expérience dans ce domaine-là se fait avec les gens avec qui tu parles. Tu vas avoir des conversations avec certaines personnes, puis il va te donner une seule information qui va rester avec toi quand même assez longtemps. Puis ça peut être des petits détails, des fois, qui font toute la différence. Ou des fois, mes clients ça fait longtemps ça fait 30 ans qu'ils sont dans le domaine, puis on a une discussion, puis je leur apprends quelque chose sur le financement qui n'était pas nécessairement au courant. Donc, c'est un partage de connaissances qui est super intéressant, puis qui peut être bénéfique là, pour toutes les parties. Là. Ça, je trouve ça super intéressant. Également, Brian, je voulais savoir, quand tu es dans le commercial, d'une banque à l'autre dans le résidentiel, si je comprends avec le résidentiel, souvent c'est les taux. Et des fois, c'est aussi les produits, mais beaucoup sous le taux. Alors, on joue d'un taux à l'autre, d'une banque à l'autre pour les taux. Toi, tu dis que c'est stimulant de savoir qu'une banque peut faire ça, une autre banque peut faire ci. Peux-tu me donner un exemple? Est-ce qu'on parle du montant du financement qu'on peut aller chercher ou on parle de taux d'intérêt également? Ou ça, c'est les deux? Ouais, c'est une très bonne question. Puis quand le client m'appelle et il commence à parler de taux, je l'arrête tout de suite parce que je lui demande, parlez-moi un peu de vos objectifs. Qu'est-ce qui est important pour vous dans les acquisitions? Est-ce que vous visez de grossir votre parc assez rapidement? Vous êtes rendu où? Est-ce que vous êtes plus en période de stabilisation? Ou est-ce que vous cherchez à réduire les taux d'intérêt sur le parc? Donc, souvent, c'est du cas par cas. Puis, je te dirais des exemples que j'ai eus où est-ce que j'ai gagné des dossiers par rapport à des banques. Parce que souvent, en tant que courtier, on compétitionne directement contre la banque du client. Est-ce qu'on est capable d'aller chercher une meilleure solution de financement? Le client va donner le mandat. Puis, aussi, ça arrive que le client, des fois, il a une super bonne relation avec sa banque, puis il est très bien servi, puis ça fait partie de la game. Mais dans certains cas, dans une acquisition, mettons, semi-commerciale cet été, j'étais allé chercher au client 200 000 $ de plus de financement. Donc, directement, ça impacte la mise de fonds. Donc, il y a 200 000 de moins à décaisser. C'est quand même assez majeur. Mais le taux d'intérêt est environ 0,35 % plus élevé, qui inclut une partie de la commission du courtier là-dedans. Donc, au final, pour aller chercher 200 000 de plus, bien, c'est sûr que le 0,35, le client, c'était pas important pour lui. Il aimait mieux avoir 200 000 de moins à mettre sur l'acquisition. Fait que c'est un peu du cas par cas, mais oui, les clients aiment ça avoir, comme on dit, le beurre puis l'argent du beurre, le plus de financement, le meilleur taux. Dans certains cas, c'est possible, mais dans certains autres cas, dépendamment de l'immeuble, de la propriété,
c'est peut-être pas possible, puis c'est peut-être pas réaliste aussi dans certains marchés. Donc, à la fin, là, ça revient beaucoup à du bon, je compare avec le résidentiel. C'est pas mal similaire, c'est quand tu penses. Mais toi, là, j'ai vu un peu je te suis sur les réseaux sociaux, sur Instagram et tout, puis je vois des financements de 71 logements, des gros logements, des gros appartements. Est-ce que c'est le même travail qu'un logement de 8, de 10? Pour les gens qui ne connaissent pas, pour les courtiers qui ne connaissent rien du tout du commercial ou qui connaissent un peu le commercial, est-ce que c'est le même travail? C'est ça, parce que tu sais, dans le commercial, tu as toute la partie multilogement. Je fais beaucoup aussi de commercial, semi-commercial, bureau, industriel. Donc, mais c'est sûr que je touche beaucoup de multilogements. Puis oui, j'ai fait des transactions de 115 logements que j'ai trouvé plus simples que certaines transactions de 6 logements. Parce que, vrai? Ouais, tu sais, en termes de travail, je dirais qu'il y en a un peu plus dans le 115. Mais souvent, la clientèle, tu sais, est habituée à faire des financements. C'est pas leur premier immeuble, tu sais. Donc, c'est plus facile au niveau de la documentation. Ils sont tous préparés. Dans certains cas, parce que j'ai dû me déplacer là, physiquement là, chez les clients parce que c'était un peu la documentation était un peu éparpillée, puis j'ai dû intervenir pour aller chercher, là, mettons, la documentation, mais ça pourrait arriver dans n'importe quel cas. Mais pour moi, la transaction, elle suit tout le temps le même processus que ce soit un 115 ou un 6 logements. Donc, c'est un petit peu plus de travail, mais pas tant que ça. Mais c'est sûr que la rétribution, à la fin, elle est différente. Donc, la tendance en ce moment dans ma business, c'est d'aller vers les plus gros dossiers, évidemment. Puis aussi, quand tu rentres dans des gros dossiers commerciaux, mettons, j'ai fait un gros centre d'achat avec bureau, avec 60 locataires, 60 baux. Donc, c'est sûr que là, au niveau du travail, là, c'est pas comparable à du multilogement. Il y a beaucoup plus de travail à faire, d'analyse, de questionnement par rapport au type de commerce. Puis en plus, tu ajoutes une complexité en ce moment de la COVID qui fait que les banques sont beaucoup plus frileuses. Donc, il y a beaucoup plus de vérification diligente qui va être faite. Donc, il y a énormément de travail qui doit être mis dans ces transactions-là en ce moment. Donc, pour répondre à ta question... du cas par cas. Cas par cas, mais évidemment, si tu me demandes la question, est-ce que je préfère faire des 6 logements ou des 100 logements, bien, c'est sûr que tout le monde va dire qu'il préfère faire des 100 logements. T'sais. C'est beaucoup plus excitant, puis c'est beaucoup plus intéressant aussi. T'sais. Et à un moment donné, Patrice m'a invité à son bureau, puis il montrait un peu les soumissions de dossiers et le nombre de documents que vous soumettez à la banque. Et des fois, c'est une bible que vous soumettez. C'est beaucoup d'informations, donc c'est beaucoup de travail. Donc, j'imagine que c'est comme ça. Quand tu soumets un dossier, c'est tous les baux, tous les documents. Ça donne beaucoup de travail, beaucoup de documentation. C'est ça, absolument. Puis, on a l'avantage là, chez PML d'avoir une équipe administrative qui s'occupe de cette partie-là de la documentation, de monter les documents ensemble, de faire la vérification de documents. Donc, c'est pas un travail que je fais, mais c'est sûr que je vais regarder là, dans certains cas juste pour vérifier que tout est beau. Mais effectivement, dans le commercial, là, il y a énormément de documents, surtout quand on rentre dans les grandes transactions, bilan, immeuble, si les gens ont des gros portefeuilles immobiliers. Fait que c'est sûr que ça fait beaucoup de documents, mais à la longue, tu t'habitues à voir qu'est-ce qui est important à analyser dans la transaction. Puis le reste, c'est pas mal parce que c'est demandé par soit la SHL, soit la banque. Et un financement commercial, ça peut durer de 1 à 3 mois, 4, 5 mois. C'est complètement différent du résidentiel. Les clients ils sont au courant, j'imagine. Alors, tu soumets le dossier puis tu attends tout ce que tu dois faire. C'est ça. T'sais, parce que nous autres, on a un peu comme dans le résidentiel, tu peux aller en conventionnel, tu peux aller avec la SCHL. Tout ce qui est commercial, c'est bureau, industriel, tout ça, semi-commercial, certains SCHL, mais la majorité du commercial, les dossiers sont conventionnels. Donc, je te dirais que le dossier le plus rapide que j'ai fait en conventionnel, c'est 3 semaines. En moyenne, on parle de 4 à 6 semaines du jour où est-ce qu'on a toute la documentation du client pour débourser. Si tu arrives dans le multilogement, tout ce qui est prêts assurés SCHL, surtout en ce moment, tu as des délais d'environ 2 mois d'attente à la SCHL. Donc oui, tu prépares le document, le dossier, tu soumets à SCHL, tu attends 2 mois, tu as le certificat, tu soumets à la banque. Tant que le client reçoit son argent, ça peut prendre 3 mois jusqu'à 4 mois des fois, là, dépendamment. Oui, c'est long, c'est ça. C'est plus... Mettons qu'un client veut aller rapidement au financement. Y a-t-il quelque chose qu'on peut faire? Mettons qu'il y a un deal sur la table et le client veut absolument aller rapidement dans la transaction. Quelles sont les solutions que vous pouvez avoir? Est-ce que c'est s'entendre avec le vendeur? Écoute, tu dois attendre. Si le vendeur ne veut pas, est-ce qu'il y a des solutions que vous pouvez offrir?
Ben, écoute, c'est sûr qu'il y a toujours l'avenue du privé. OK. Il y a des clients dans certaines transactions qui vont préférer aller à court terme avec des prêteurs privés parce que les prêteurs privés, il y en a qui peuvent décaisser rapidement dans moins d'une semaine, dépendamment du dossier. Là. Donc, il y en a qui vont aller de cette avenue-là. On peut aller en conventionnel temporairement, puis dans un an, le client peut refinancer avec soit la SCHL ou dépendamment, mais c'est sûr qu'il faut comprendre que déjà dans la transaction, par le temps que la personne fait une offre d'achat, fasse ses vérifications diligentes, il y a au moins un mois déjà de passé. Ensuite, il arrive au financement. Le temps qu'ils soumettent les documents, qu'on ait tous les documents, on a 2, 3, 4 semaines des fois ensuite qu'on soumet. Fait que, la transaction peut durer 5-6 mois au final. Là. Fait que les vendeurs, au début, il faut qu'ils s'attendent à soit les délais plus longs ou voir. C'est vraiment plus le travail du courtier immobilier qui va gérer ça. Nous, on gère les attentes des délais, mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas dans notre business, malheureusement. Bien sûr. Donc, on est un peu aussi à la merci du système. Là, donc, Effectivement. En fait, c'est une excellente réponse. Puis justement, le fait d'avoir des solutions comme dans le privé qui accélèrent les choses, sachant que ça coûte plus cher, il doit sûrement avoir un deal. Et souvent, les transactions que j'ai faites, c'est quand il y a des deals. Quand le client, justement, je suis en train de faire une transaction, ça vaut environ 1 million. Un 8plex, il achète à 600 000. Lui, ça ne lui dérange pas de payer des taux d'intérêt énormes, des frais énormes, parce qu'il fait 200 000, 400 000 à l'achat. C'est ça. Je ne pense pas qu'un client qui achète à un prix raisonnable va aller dans le privé. Je pense que tu n'as jamais vu ça. À moins que tu me dises le contraire. De mon côté, j'en ai pas vu, mais ça pourrait arriver, dépendamment. Est-ce qu'il y a un potentiel, l'immeuble d'optimisation Okay, ouais. pour augmenter les revenus puis augmenter la valeur rapidement? C'est vraiment du cas par cas. Mais moi, je travaille majoritairement en conventionnel puis en SCHL dans la majorité de mes dossiers. OK. Et pour quelqu'un qui a transigé vers le courtage et tout de suite avoir eu un certain succès, qu'est-ce que tu peux dire? Comment tu as réussi à le faire? Est-ce que c'est à cause que tu avais les contacts et tu les as amenés vers le courtage? Tu les as contactés, tes contacts? Qu'est-ce que tu as fait? Parce que habituellement, un courtier dans le commercial qui commence, c'est difficile d'avoir 70 millions en un an. Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi le secret? Le secret sauce. Mais écoute, c'est sûr que j'avais un bon réseau de contacts avec la banque, avec certains clients que j'ai développé des super belles relations. J'ai certains clients qui m'ont suivi, mais je te dirais que majoritairement, c'était pas les clients que j'avais déjà qui ont mené à mon succès. C'est une certaine partie de ma réussite, mais en même temps, aussi mon réseau de collaborateurs, des référenceurs, que ce soit des courtiers immobiliers dans l'équipe, que ce soit des courtiers immobiliers à l'externe, des gens que je connais, des références. Ça m'a beaucoup aidé. Je te dirais qu'en ce moment, majoritairement de ma business, environ 70% en ce moment vient de références. Puis quand j'ai commencé, ben, tu n'as pas le choix de passer par là comme courtier. Il faut que tu fasses de la prospection. Fait que mes 3-4 premiers mois, beaucoup de prospection. Puis ça a tombé à un moment aussi où est-ce que le marché des taux d'intérêt, comme dans le résidentiel, a chuté considérablement. Puis ça a créé beaucoup d'opportunités pour les clients de refinancer à des conditions avantageuses. Ça a donné aussi un lift à la business. Mais tu sais, l'année 2021 vient de commencer, puis la demande est encore très forte, les taux sont encore bas. Donc là, je pense qu'en ce moment, c'est plus le réseau, l'expérience, les contacts, les clients existants aussi qui reviennent, qu'on a refinancés, qui rachètent autre chose. Donc, tu as une certaine stabilité ou si tu te bâtis un portefeuille à travers le temps de clients. Mais je pense aussi que j'ai travaillé quand même beaucoup quand j'ai commencé. Puis, écoute... C'est un effet boule de neige. Tu commences, tu mets beaucoup d'efforts, puis la boule de neige, elle grossit. Puis après ça, tu reçois des références de gauche à droite, que ce soit des partenaires, que ce soit des clients, des investisseurs. En fait, c'est quand même un peu dans n'importe quoi. Si tu investis pas dans un panier, tu investis un peu partout. Maintenant, tu as le parfait exemple. Donc, tu reçois un peu de business un peu partout. Beaucoup des partenaires. Donc, les partenaires que tu as sollicités par la suite. Exactement. Donc, aussi de la firme avec qui je travaille. Donc, ils envoient des références. Ça aussi, c'est une partie de la business. Donc, tu sais, j'ai même des anciens collègues de la banque. Des fois, ils ne peuvent pas faire certains dossiers qui vont me les référer. Donc, tu sais, j'ai aussi une partie de la business qui vient des banques. C'est l'avantage d'être courtier, oui. Tu sais, ouais, c'est ça. Puis, la plupart des banquiers avec qui je travaille, c'est mes amis. Donc, on se connaît personnellement, tout ça. Donc,
c'est sûr qu'ils vont penser à moi là, quand il y a certaines transactions qu'ils ne peuvent pas faire. Un Pour court- trouver une solution pour le client. C'est ça l'objectif ultime. Mhm. Si tu dis non en tant que banquier au client, mais est-ce que tu es capable de lui proposer une solution Bien avec sûr. quelqu'un d'autre, avec un courtier qui peut aller voir est-ce que ça se fait dans le marché, puis Bien sûr, si tu es capable d'au moins référer le client vers quelque part, à la place de juste dire non, malheureusement, je ne peux pas t'aider. c'est Au ça. moins, tu as référé, au moins, tu as donné quelque chose qui peut peut-être avoir espoir de réaliser son projet. C'est ça. Donc, Parce- c'est comme dans le commerce, c'est comme moi dans le résidentiel. Dès que j'ai un dossier bancaire commercial, je casse pas ma tête. Je peux pas le faire. J'envoie à des gars comme toi. Vice versa, des gens qui ont besoin de privé. Je me spécialise dans le privé, donc on m'en consulte pour du privé. C'est ça. Alors c'est mieux que juste dire non, il n'y a pas de solution. Cette personne va se rappeler plus tard que hey, c'est aux gens, il ne m'a pas vraiment aidé. Non, c'est clair. Puis c'est facile de dire non aux gens, tu sais. Surtout en tant que banquier. Bon, ça, ce dossier-là a l'air un peu plus difficile à travailler. Ah non, on le fait pas, tu sais. Mais les gens veulent des solutions, tu sais. Ils veulent voir que tu as au moins essayé de faire quelque chose pour leur dossier. Puis des fois, les gens s'attendent des fois à ce que leur dossier ne fonctionne pas, mais ils veulent quand même s'essayer. Puis que la personne prenne le temps d'analyser l'information, de faire les calculs, de faire certaines démarches pour voir est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ce dossier-là. Les gens vont apprécier quand même, des fois même si ça peut ne pas marcher. Je pense que tu sais, au moins tu as essayé. Tu sais. Puis c'est important d'essayer chacun des dossiers Bien sûr. pour voir est-ce qu'on est capable de le placer à certaines places. Moi, juste l'expliquer pourquoi ça ne fonctionne pas à la place de dire non. Au moins, le C'est client ça. va peut-être comprendre, OK, le gars, il a vraiment essayé. C'est ça. Ça, c'est quelque chose d'important. Le fait que, bon, tu as travaillé sur tes référents, tu as beaucoup de partenaires qui te réfèrent la business, donc j'imagine que tu entretiens une bonne relation avec eux. Quel conseil tu peux donner à un nouveau courtier ou un courtier d'expérience sur ta façon de faire? Quel genre de conseil tu peux donner pour bien entretenir tes relations? Je pense que c'est une super belle question. C'est sûr que là, en ce moment, avec le COVID, il y a moins de réseautage comme avant. On ne va pas dans les 5 à 7. Avant, on en faisait beaucoup. Donc, tu pouvais croiser tout le temps les mêmes personnes, puis bâtir des relations, manger avec eux, prendre un verre avec ces gens-là. Puis, il y avait comme une certaine collaboration qui se créait avec le temps. Je pense que c'était un peu plus difficile durant le COVID, mais la COVID, nous a quand même éloignés, mais rapprochés en même temps, parce que tu es plus proche des gens. Tu vas appeler un peu plus souvent les gens que tu peux pas voir. Tu vas peut-être faire des Zooms avec ces personnes-là. Puis moi, je suis quelqu'un, personnellement, qui est très proche de mes gens, de tous mes collaborateurs, de mes clients. On devient des amis, puis on travaille ensemble. Puis je suis très proche, puis c'est comme ça que j'entretiens mes relations. Moi, j'aime ça que souvent, tu parles au client, des fois, il ne sait pas, il va te vous voyer. Puis rapidement, ce que Patrice Ménard disait toujours, le plus rapidement tu tutoies un client, ben, le mieux c'est que tu le mets en confiance dans la relation. Puis il sent qu'il ne parle pas juste à un courtier ou un banquier, mais qu'il parle à un humain, à une personne qui va l'écouter puis qui va être capable d'échanger. Puis souvent, moi, j'échange beaucoup avec mes clients personnels, de leur côté. C'est important pas juste de regarder la transaction, parce qu'on en fait à tous les jours. Puis c'est important, je pense aussi, de parler du côté personnel, puis d'entretenir tes relations, d'être proche avec des gens. Moi, c'est quelque chose qui est dans ma business super important, que je vais continuer à faire. Puis je pense que les gens, ils vont peut-être s'attacher un peu plus à toi avec le temps, puis ils vont t'apprécier, puis vice-versa, tu sais. Ouais, avec le COVID, c'est sûr que ça aide pas vraiment. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais exactement? La vie continue, ouais, right? Donc, on doit quand même avoir certaines interactions avec nos partenaires. Est-ce des choses que tu fais différemment aujourd'hui pour s'adapter? Écoute, moi, j'ai toujours été quelqu'un qui était beaucoup sur le téléphone. Ça, c'est toujours... je suis un petit peu moins Zoom, mais on va faire des appels vidéo des fois. C'est FaceTime, tu parles à un nouveau client qui t'a jamais rencontré, que c'est une grosse transaction, tu vas le FaceTimer, puis là, il va voir, ah ben, tu sais, je parle à quelqu'un, tu sais, ah, c'est lui, c'est Brian ou un tel, tu sais. Donc, ça c'est quelque chose qu'on faisait peut-être moins avant. Fait que ça met un visage sur le nom au lieu de rencontrer les gens en personne. Mais malgré toute la COVID et tout ça, la business a complètement explosé. Donc, c'est pas une excuse. Ta business, tu peux la créer dans n'importe quelle économie, dans n'importe quel système. Ça dépend vraiment de toi aussi à la fin, là, tu sais. Nice. Être un courtier, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'organisation. Il faut être discipliné. Tu peux facilement te perdre. Facilement. Avec des gros volumes comme ça, c'est beaucoup de travail.
quel genre de système tu utilises pour l'organisation? Quel genre de système tu utilises pour avoir une certaine balance dans ta vie? C'est très facile de travailler, réveiller à 6 heures et fermer le shop à 9-10 heures le soir, every day. Et ça passe vite comme ça. Oui, absolument. Puis, de mon côté, moi, ma moyenne de dossier est quand même élevée, environ 2 millions par dossier. L'année passée, environ 35 transactions. Donc, je connais des gens en résidentiel qui vont faire plus de 100, 150 transactions par année. Je pense qu'eux autres, leur travail est beaucoup plus difficile que le mien. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font des gros volumes dans le résidentiel. Là. Moi, je serais peut-être même pas capable de gérer tout ce genre de volume-là. Mais de notre côté, avec l'agence, avec PMML, on a tout un système, le CRM, on a une équipe administrative aussi qui fait beaucoup tout le travail de documentation, le back-office, les documents, la vérification. On a un bon système de suivi pour les clients, pour les tâches. Fait que tu sais exactement quel suivi faire, quand le faire avec les clients. Donc ça aide énormément. Je pense que d'avoir tous ces outils-là technologiques au service du courtier vont pouvoir t'aider parce que si tu travailles la méthode... Avant, moi, j'étais quelqu'un de papier-crayon, j'écrivais qu'est-ce que j'avais à faire à tous les jours. Maintenant, je m'impressionne moi-même que j'ai quasiment plus de papier, à moins que des fois je parle à des clients puis je prends en note certains trucs, mais je suis rendu pas mal à 99% virtuel. Puis ça, je pense que pour n'importe quel courtier, là, d'être virtuel dans sa business, tous les documents électroniques, c'est la meilleure chose qui peut arriver là, pour l'organisation, là, surtout. T'es pas chez toi, t'es pas dans ton bureau, puis le client te pose une question, tu ouvres ton CRM dans ton téléphone, tu sais exactement quoi dire, qu'est-ce que tu dois répondre. Tandis que si tu prends des notes, ça va aller à ton bureau, ça va aller quand tu seras au bureau. Exactement. Donc, surtout la technologie en ce moment, ça évolue grandement. Puis je pense qu'il va y avoir encore des meilleures technologies qui vont venir avec toute l'intelligence artificielle, tout ça. Fait que ça va créer beaucoup d'opportunités pour tout ce qui est dans le monde du courtage. Puis pour les autres professionnels aussi. Fait que je pense que c'est le temps de prendre avantage, de s'adapter. Puis pour ceux qui l'ont déjà fait, tant mieux. Là. Tu me disais que tu travailles pas beaucoup. Tu travailles beaucoup. Tu travailles pas beaucoup, mais tu travailles efficacement. Tu travailles efficacement et tu avais vraiment une bonne balance de vie. Quel conseil tu peux donner à un courtier qui lui est overloadé, qui ne sait pas où mettre la tête, qui pense aux hypothèques pendant qu'il dort? Ouais, c'est clair. Ben, tu sais, oui, moi je pense que j'ai toujours été quelqu'un d'efficace dans mon travail. Tu sais, je suis capable d'accomplir les tâches quand même de façon assez rapide. Mais moi, je me suis toujours dit, parce que les gens n'aiment pas nécessairement la routine. Tu sais, tu te dis, je travaille du 9 à 5, mettons dans une banque où je suis comme obligé d'avoir une routine. Mais moi, je crois que la routine est importante pour le succès parce que ça l'amène une discipline. Tu sais, le matin, je travaille un peu plus mes clients actuels, mes dossiers en cours. S'il y a de la documentation qui manque, je fais le suivi avec mes banques, je fais le suivi sur les dossiers existants. S'il y a des analyses à faire, c'est un petit peu plus tranquille le matin. Puis je me garde toujours l'après-midi pour faire le développement d'affaires sur les nouveaux clients, les prospects, la prospection. Fait que si tu te crées une routine, puis que tu suis cette routine-là, puis tu sais exactement quoi faire à tous les jours, ben les résultats vont arriver. Tu vas te sentir un peu plus organisé. Des fois, il n'y a rien à faire, il y a beaucoup de dossiers en même temps parce que tu te sens un peu éparpillé, mais moi, mon ancien boss à la banque m'a toujours dit, tu fais toujours un dossier à la fois. Parce que là, tu fais un dossier, tu analyses, le téléphone sonne, il y a 3-4 courriels qui rentrent, tu es distrait, si ça. Des fois, c'est important de juste fermer ton téléphone, pas regarder tes courriels, te concentrer sur le dossier que tu as devant toi, puis d'avancer, puis ensuite de ça, de répondre à tes courriels. Parce que les gens, on a tous tendance, je pense, avec les courriels, de il y a un courriel qui rentre, je vais répondre tout de suite. Mais des fois, c'est bon de prendre un peu le temps de faire tes choses, puis ensuite de répondre aux gens, tu sais. Je pense pas que les gens, à moins d'une urgence, tu sais, le courriel est là, tu peux faire ton suivi n'importe quand, ça peut être le soir, il y en a que c'est le matin, donc durant la journée, tout le monde est un peu occupé, les appels qui rentrent avec les dossiers, tout ça, donc moi, je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment d'avoir une routine là, à tous les jours que je vais suivre, puis pour l'instant, ça fonctionne pour moi, tu sais. Ouais, puis clairement, ça fonctionne, tu vois le succès que ça t'a amené, ça t'a donné. Puis c'est un très bon conseil, honnêtement. J'essaie de faire la même chose que toi un peu. Et c'est sûr que quand tu fais ça, ben, tu sais exactement quoi faire. Même si tu es un travailleur autonome, même si tu es un entrepreneur, avoir cette structure, ça te permet d'avoir des soirées pour toi. Ça te permet d'avoir des matinées pour toi. Avoir ce genre de structure.
C'est pour ça que, oui. Et en plus, là, avec l'avantage de ne pas avoir un cap. Donc, tu peux faire autant d'argent que tu veux, tout en faisant un 9 à 5. Exactement. Avoir ta soirée pour toi, pour ta famille, ça c'est génial. Super bon conseil. Si tu devais reculer dans le temps, voilà le petit Brian là. Je pense pas qu'il est petit. Plus maintenant en tout cas. Et tu devais donner un bon conseil ou des bons conseils. Okay, ça serait quoi? Ça serait quoi pour le Brian qui commence pour éviter de faire les mêmes erreurs que tu as faites? C'est sûr que tu as passé par certains obstacles dans la vie pour arriver où ce que tu es rendu. Tu es humain, hein? T'es pas Ouais, exactement. Alors, c'est quoi les obstacles que tu as vécu, puis qu'est-ce que tu aurais dit à Brian plutôt pour ne pas faire les mêmes erreurs? Moi, je pense qu'en étant plus jeune, je me mettais beaucoup de pression pour réussir rapidement, puis beaucoup d'inquiétude, beaucoup de stress par rapport à ce que are you gonna make it, ou peu importe. Je suis pas encore rendu où est-ce que je veux me rendre, mais je suis en bonne voie, je pense. Je pense de se faire confiance que les choses, avec le temps, avec les efforts, avec tout le développement personnel, professionnel, le temps que tu investis en toi, ça va payer. Peut-être pas durant 1 an, 2 ans, 3 ans, peut-être dans 10 ans, mais c'est vraiment de se laisser la chance d'arriver où est-ce que tu veux arriver. Ça ne va pas arriver du jour au lendemain. Moi, par exemple, depuis, je te dirais que j'ai 18-19 ans, là, je vais avoir 28, ça fait 10 ans. J'ai mis beaucoup de temps dans les formations personnelles, j'ai lu beaucoup de livres, j'étais allé à beaucoup de conférences, que ce soit dans l'immobilier, que ce soit dans d'autres secteurs. Puis le succès n'est pas arrivé du jour au lendemain, tu sais. Encore jusqu'il y a 1 an, tu sais, oui, je travaillais à la banque, tout ça, je faisais un salaire qui était correct, mais on dirait que des fois, c'est exponentiel. Ça va arriver, puis il faut juste que tu trustes le process. Je pense que ça, c'est important. Puis des fois, on se met beaucoup de pression, puis on veut atteindre des choses rapidement, puis tu te rends compte que, tu sais, des fois, tu atteins certains objectifs, ben OK, ben tu l'as atteint, tu sais, mais après ça, tu t'en mets d'autres, puis l'important, c'est toujours, en tant qu'humain, je pense, c'est toujours d'avancer, puis de faire plus, puis de s'accomplir, puis c'est comme ça que tu restes, tu sais, motivé, parce que, tu sais, tu pourrais dire, ben, j'ai fait X nombre d'argent cette année, je vais faire la même chose l'année prochaine, puis, tu sais, tu vas continuer là-dedans, puis tu vas te sentir correct, mais si tu n'avances pas, ben, tu as comme l'impression de toujours reculer, fait que pour te garder motivé, ben, tes objectifs vont changer, ils vont être plus gros, tu vas te mettre des défis personnels, puis à un certain moment donné aussi, ben, tu vas en profiter, fait que c'est normal, mais je pense que quand tu es jeune, il y a un coup à donner, puis c'est des belles années pour travailler fort, puis atteindre ce que tu peux atteindre. Puis chacun a certains objectifs qui sont différents. Les miens, les tiens sont différents, puis c'est respectable. Il y en a qui sont bien corrects à travailler, puis une job tranquille, 9 à 5, puis avoir leur petite famille, puis c'est super, c'est incroyable. Puis il y en a d'autres pour qui que c'est différent. Puis ça, c'est propre à chacun, puis dépend des motivations de chacun, mais ça serait un bon conseil pour moi, que je dirais. Super conseil. Honnêtement, j'aime vraiment ce que tu dis, c'est trust the process. Puis souvent quand on commence, on regarde un peu ce que les autres font. Tu as envie de devenir cette personne, tu te demandes comment qui est rendu là, puis tu veux devenir, puis tu veux redevenir cette personne rapidement, avoir ce succès rapidement. Mais cette personne-là, il a mis des heures, beaucoup de travail. Puis on parle de ton succès que tu as eu à 1 an, mais c'est des années de travail, des années de hard work, beaucoup de sweat pour avoir ce que tu as aujourd'hui. Donc, c'est super intéressant comme partage. Et moi aussi, comme ça fait, maintenant j'ai au-dessus de 500 courtiers à travers le Québec qui me réfèrent leur business dans le privé. Quand ils ont un dossier compliqué, ils me les envoient. Mais moi, j'ai fait un sacrifice de travailler pour quelqu'un qui a 15 ans d'expérience dans le privé pendant 2 ans de temps. Tu vois, donc, et un salaire qui est ridicule. Comme si tu te dis le salaire, tu vas rire. Ouais, n'importe quoi, c'est pire que le McDo, là. OK. Mais non, en fait, pour moi, si je devais refaire la même chose, j'aurais fait. Tu vois. Alors, pourquoi? Mais ça m'a permis de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Peut-être que c'est 2 ans d'expérience que j'ai eu, mais j'ai eu 15 ans d'expérience de cette personne en 2 ans. C'est ça. Alors,
Tu sais, Grant Cardone dit souvent, tu sais, à un moment donné, at the beginning, you're underpaid, puis à un moment donné, tu vas devenir overpaid pour ce que tu fais. Mais tu sais, peut-être que tu étais sous-payé pendant que tu travaillais pour cette personne-là, mais ça t'a préparé pour être où ce que tu es, puis peut-être que maintenant, tu te dis, oh, je suis peut-être surpayé parce que tu as mis le temps avant, tu as investi, puis ça a comme payé 2 ou 3 ou 4 ans plus tard, tu sais. Fait que j'ai travaillé 7 ans dans la restauration dans le passé, pendant que j'étais aux études, puis écoute, j'ai fait serveur, j'ai fait boss boy, j'ai fait plongeur, j'ai travaillé dans la cuisine, j'ai tout fait. J'ai nettoyé les toilettes. Puis, tu sais, je suis quand même fier d'avoir cette expérience-là parce que ça m'a appris beaucoup de choses. Ça m'a appris à comment parler aux clients, à devenir plus social, puis de travailler fort, travailler jusqu'à la nuit, des fois des 5 heures, 6 heures du matin. Puis, c'est vraiment du travail fort. Puis, on n'était pas payé les salaires qu'on fait aujourd'hui, mais j'étais quand même content. Puis, quand je travaillais, j'avais du fun. Puis, je pense que n'importe quelle expérience que les gens vont avoir va leur amener quelque chose qui va leur servir dans le futur. Donc, des fois, on est sous-payé pour un certain temps, mais à un moment donné, tu vas être surpayé pour ce que tu fais. Puis, c'est important de ne pas dénigrer chacune des expériences parce que ça fait partie de ton bagage en tant qu'individu. Puis, c'est important pour ton futur, peu importe c'est quoi. Là, tu sais. Excellent. C'est vrai. Surpayé, j'aime bien ce que tu dis, surpayé. Underpaid, overpaid. Ouais, ça vient de Brian Fadul, les amis. Ça vient de Grant Cardone, mais... pour le français, la version française vient de toi. C'est bon. Une personne qui veut devenir un courtier hypothécaire en commercial, c'est quoi les 3 meilleurs conseils que tu peux donner? Les 3 meilleurs conseils. Moi, je pense que le premier, ça serait vraiment de t'entourer des gens que tu admires ou que tu trouves qui sont super bons, puis de parler avec ces gens-là, puis de prendre les conseils de ces gens-là. Tu sais, même moi, aujourd'hui, il y a certaines personnes dans l'équipe que je vais appeler pour demander des conseils sur certaines transactions, des gens qui ont 10 ans d'expérience. Tu sais, tu as toujours des questions, puis je pense d'être entouré des bonnes personnes qui sont super qualifiées. Ça, c'est une chose, je pense, selon moi, qui est importante. La deuxième chose, c'est d'être ouvert d'esprit. Il y a certains gens qui veulent commencer directement comme courtier, alors que ce serait peut-être plus bénéfique de commencer peut-être comme associé, d'apprendre, de faire un sacrifice pour 1 an ou 2, mais qui va permettre à leur business de décoller beaucoup plus rapidement. Garder une certaine ouverture d'esprit. Puis je pense que la troisième chose, c'est d'apprendre la business de l'investissement immobilier, tout ce qui a trait au financement, mais aussi comment la business fonctionne, tu sais. Quand on fait du financement commercial, certains commerces, les industries, comment ça fonctionne, les types de baux, c'est quoi les dépenses d'opération d'un immeuble, qu'est-ce qui peut affecter la valeur d'un immeuble. Beaucoup de choses à travailler qui ne sont pas nécessairement juste du financement, mais de comprendre dans la business que tu es va t'aider à avoir des bonnes conversations avec les clients et démontrer ton sérieux. Je pense que d'investir dans une formation peut être très, très avantageuse pour n'importe qui. Excellent. Puis quelqu'un qui veut faire la prospection, les cold calls, c'est un super bon moyen, mais ça demande la motivation pour le faire. Quel conseil tu peux donner au monde qui commence qui commence green, qui veulent avoir un certain succès et ils savent que les cold calls, ça peut être intéressant, sauf que c'est difficile. Quel conseil tu peux donner? C'est sûr que les cold calls, pour n'importe qui, encore moi aujourd'hui, c'est difficile pour tout le monde, tu sais. Il n'y a personne qui aime ça faire des cold calls, puis c'est compréhensible. Parce que il faut que tu sortes de ta zone de confort, il faut que tu appelles les étrangers. Mais la réalité de la chose, c'est qu'il faut le voir de la bonne façon. Il faut avoir une bonne attitude par rapport à la prospection parce que ceux qui ne te connaissent pas ou ceux que tu ne connais pas peuvent éventuellement t'aider à faire une transaction ou à te mener quelque part que tu auras besoin. Parce que si tu te fais juste aux gens que tu connais tout le temps, tu vas toujours rester au même niveau. Fait que la motivation, selon moi, c'est si tu veux passer au niveau supérieur en tant que courtier, mais je pense que dans les premières années, au moins jusqu'à les 3 premières années, ça prend toujours de la prospection pour avoir un gros pipeline. Parce que tu peux travailler sur tes références, mais si tu veux vraiment exploser ta business, puis on le regarde dans l'équipe, puis la majorité des gens ont beaucoup de succès, à part ceux que ça fait 10 ans, mais pour les courtiers qui sont un peu plus récents, continuent toujours à faire la prospection. Et moi, de mon côté, je continue toujours à solliciter parce que des fois, tu peux aller chercher des énormes transactions en faisant un appel que tu penses que il ne sera pas intéressé, je ne vais pas l'appeler de toute façon. Il suffit juste que
il n'y a pas une bonne relation avec son directeur de compte a changé, sa banque, il y a eu beaucoup de changements, ou il a envie de voir qu'est-ce qu'il peut se faire, puis toi, tu arrives, tu l'appelles au bon moment, puis si tu ne l'avais pas appelé, ben, tu viens de perdre une transaction importante. Puis c'est toujours de garder le fait que c'est possible. Parce que souvent, on se dit, c'est impossible, il ne changera pas, il n'y a rien à faire. On se décourage nous-mêmes parce qu'on n'a pas envie de faire le travail. Mais si tu le fais, à chaque jour, ça va devenir une habitude, puis ça va être rendu normal, puis les résultats vont venir. Ça va prendre quelques semaines, puis tu vas voir que tu vas aller chercher des nouveaux dossiers. Puis, C'est quoi le parfait exemple pour expliquer ça? C'est une belle fille. Si tu parles jamais à cette fille, tu ne sauras pas si elle peut t'être intéressée. Jay-Z, là, quand il a eu Beyoncé. Ah, c'est ça. Écoute, s'il n'aurait jamais parlé, il l'aurait jamais su. Pourtant, là, ils sont mariés, ils ont des enfants, ils sont heureux. Donc, ça veut dire, c'est comme ça que tu vas dans la business. Tu peux comparer, faire les mêmes comparaisons. Exactement, avec plusieurs choses aussi. Là, c'est toujours comme ça. Puis, dès que tu n'essayes pas quelque chose, tu ne sauras pas. Puis c'est toujours important là, de passer à l'action, peu importe. Passe à l'action, puis ça va régler pas mal de problèmes, selon moi. Good. As-tu des conseils pour un courtier qui doit choisir une agence? Et c'est ça que chaque agence est différente, ils ont une culture différente. PML, vous avez une belle culture. Mais en général, qu'est-ce qu'un courtier devrait regarder avant de choisir une agence? Si je regarde, moi de mon côté, j'avais pas regardé. PMML, ça cadrait pas mal dans où est-ce que je voulais aller. Je suis rentré, on a développé la division commerciale, ça tombait bien. Donc, il y avait une certaine opportunité aussi pour moi de ce côté-là. C'était un beau défi que j'ai accepté. Puis, en ce moment, on a quand même le vent dans les voiles pour tout ce qui est financement commercial, entreprise, etc. Mais je pense qu'un courtier qui se décide, est-ce que je vais travailler pour Multiprêt, est-ce que je vais travailler pour PMML, est-ce que je vais travailler pour etc. Mais souvent, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'agence va te donner les outils, mais l'important, c'est l'individu. C'est toi qui crée ton succès. Puis si l'agence peut te supporter en te donnant les bons outils, mais ça va faciliter ton succès, mais l'agence ne fera pas le travail pour toi. Tu comprends? Fait que, au-delà de l'agence, je pense que c'est important en tant qu'individu de réaliser que c'est une business qui est individuelle puis que ton succès est majoritairement créé par tes actions à toi. Puis si tu es dans une bonne agence, puis que cette culture-là d'agence fit avec ta personnalité, puis tu t'entends bien avec les gens, puis que tu as la même vision, bien, ça serait de joindre cette agence-là en autant qu'elle te permet d'atteindre tes objectifs, puis de t'aider à te développer aussi, tu sais. Donc, je pense que c'est des facteurs qui sont à considérer, mais moi, je suis d'avis que c'est une business qui est quand même individuelle au final. Oui, l'agence va t'aider, va donner des ressources, va donner des mandats, va donner des dossiers, mais tu ne peux pas juste dépendre de quelqu'un ou d'une agence dans la vie si tu veux atteindre des gros objectifs. C'est clair. Ça t'aide. Moi, comment je vois les choses, comment une agence peut t'aider, c'est vraiment la culture, leur mindset, leur équipe, les courtiers qui sont dedans. Est-ce qu'ils sont là pour motiver ou ils sont là pour te drag down, tu vois, ou compétitionner avec toi, ou ils te lèvent avec toi. Donc, des choses que tu dois regarder également. Puis, tu sais, c'est exactement ça. Tu sais, la culture de PML, c'est extraordinaire. Puis, tous des gens qui s'aident, puis tout le monde se motive à aller plus haut, puis atteindre des nouveaux sommets. Puis, on a vraiment une belle gang, une belle chimie, une belle culture avec un bon leadership. Puis, ça fait une différence sur le mental, sur ton attitude, tu sais. Si tu arrives dans une agence, puis tu sais, les gens ont comme 60 ans, 50 ans, puis qui sont établis, puis tout ça, bien, ces gens-là, probablement qu'ils ne veulent pas nécessairement t'aider, puis qu'ils sont déjà dans leurs affaires, mais si tu arrives dans une agence qui est dynamique, qui est jeune, puis qui a un bon leadership, bien, je pense que ça peut quand même donner un push de motivation, parce qu'il n'y aura pas toujours il y aura des jours qui vont être difficiles, tu sais, en tant que courtier. On ne peut pas dire que ça va toujours bien, mais moi, ce qu'on m'a dit, au début, c'est que tu regardes toujours à la fin de l'année, tu regardes en arrière, malgré tous les dossiers que tu as faits, ceux que tu as perdus, ben ça a été quand même une bonne année, tu sais, en général. Fait que ce ne sera pas toujours des bonnes journées, voire des journées moins bonnes, mais l'important, c'est le résultat final, tu sais, où est-ce que tu t'es rendu à la fin, puis quand tu regardes ça, ben, si tu es satisfait, ben, c'est ça qui compte. T'sais. C'est là. Être un courtier, c'est extrêmement difficile, c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de monde qui se fie sur toi, il y a beaucoup de monde qui attend des réponses de toi, donc ça peut amener beaucoup de stress également. Mais pourtant, on a toujours un why pourquoi on fait ça. Qu'est-ce qui te motive
dans une journée? Qu'est-ce qui te motive dans ton métier? C'est quoi ton why? Pourquoi tu fais ça? Ouais, c'est une super bonne question. Je pense que en étant courtier, parce que chaque personne, que j'en ai parlé un peu plus tôt, mais chaque personne a certains objectifs personnels, que ce soit un parc immobilier, une certaine somme d'argent que tu veux accumuler ou certains autres objectifs. Puis c'est important de choisir un métier qui va te permettre d'aligner tes objectifs personnels avec tes objectifs professionnels. Tu sais. Puis en tant que courtier hypothécaire, je pense que c'est un domaine qui te permet d'accomplir puis de réaliser tes objectifs que tu t'es fixé personnellement versus, tu sais, mettons, à la banque, tu vas peut-être y arriver, ça va peut-être prendre 10 ans, tandis qu'en courtier, tu travailles très très fort, ça peut peut-être prendre un peu moins de temps. Donc moi, c'est vraiment ça qui me motive, c'est que j'ai des objectifs personnels, puis le courtage me permet d'atteindre ces objectifs-là personnels. Puis moi, ça me rend vraiment heureux de faire ça, puis je pense que... C'est de voir que tu es capable d'accomplir, c'est les accomplissements, et savoir que tu peux accomplir. Alors, si tu mets le travail, tu seras capable. Exactement. Puis je pense que c'est une super belle business. Personnellement, moi, j'ai beaucoup de fun à faire ce que je fais. J'adore ça. Je suis passionné par l'immobilier. Je suis passionné par le courtage aussi, par le financement. Puis écoute, je pense que c'est un bon mix là, entre entrepreneur, travailler à ton compte, travailler dans l'immobilier. Je pense que le courtage, là, c'est vraiment une belle avenue là, pour tous ceux qui... Mais ça se voit, même tu es ici pour partager. Ça veut dire que c'est pas tout le monde qui sont prêts à partager leurs trucs, leur succès, leur expérience. Alors, tu es ici, c'est parce que tu veux redonner au suivant. Donc, on t'apprécie, Brian. Ah, ça fait plaisir. Yes. Puis, dis-moi, y a-t-il une citation que tu aimes? J'adore poser cette question. On dirait qu'une citation, ça dit beaucoup dans une phrase. Y a-t-il une citation que toi, tu adores? Que ça dit beaucoup pour toi? Et pourquoi? Je pense qu'il y en a beaucoup, mais il y en a une que j'avais regardé tantôt sur mon cellulaire juste pour être sûr que je dis la bonne chose, mais ça dit « You can never cross the ocean if you don't have the courage to lose sight of the shore ». C'est que tu ne peux pas traverser l'océan si tu as peur de ne plus voir le rive. Là, parce que souvent, on se dit dans la vie, à chaque grosse étape que tu fais, le plus difficile, c'est d'avoir le courage de faire le saut, de devenir à ton compte, de partir comme courtier, de changer de travail, de t'embarquer dans un nouveau projet, que ce soit un investissement important ou quoi que ce soit. On est toujours stressé au début, puis on a toujours peur de c'est quoi le résultat, puis on se met beaucoup de scénarios, comme quand j'avais commencé comme courtier, j'étais comme c'est quoi le pire qui peut arriver, voici les économies, si ça marche pas, combien de temps je peux t'offrir, etc. Mais au final, il faut que tu aies le courage de prendre la décision, de faire le saut, puis de toute façon, les choses vont s'arranger parce que quand tu es dans l'action, tu ne penses plus à la décision. Tu es en mode exécution, puis le mode exécution te permet d'accomplir, d'atteindre tes objectifs, puis au final, tu te rends compte que, wow, pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Puis dans chacune de mes expériences, que ce soit acheter mon premier immeuble, que ce soit changer de travail, ça a toujours été ça. Je me posais énormément de questions avant. Est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Je me mettais beaucoup de stress. À chaque fois, c'est comme sauter en parachute. Tu stresses beaucoup quand tu es dans l'avion, mais quand tu sautes, tu as l'adrénaline, puis tu es wow, c'est vraiment ça. Puis je pense que dans la vie à date, pour moi, ça a été vraiment ça. Foncez, regardez. Exactement. Ne pas regarder en arrière, foncez. Excellent. Exactement. Y a-t-il un livre qui t'a inspiré, que tu aimerais nous partager, qui a fait une différence dans ta vie? J'aime beaucoup Grant Cardone, entre autres. Là. Il y en a d'autres aussi que j'écoute beaucoup. Là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, là, il est aux États-Unis, souvent il fait de la vente. Tenix. Exactement. Il est rendu beaucoup populaire, mais je le suivais, moi, quand j'étais à l'université, dans le temps qui n'était pas si populaire que ça. Ah ouais? Puis j'écoutais beaucoup ses vidéos, etc. C'est quelqu'un que je trouve très inspirant, motivant et tout ça. Moi, j'ai le 10X Rule, justement, que j'ai trouvé vraiment, vraiment inspirant. 10X Rule, 10 times the action, 10 times the effort, puis tu vas avoir les résultats que tu veux, parce que les gens pensent que pour atteindre un certain niveau de succès, ça va être simple, ça va être facile. On sous-estime toujours l'effort à mettre pour atteindre un but précis. Puis ce livre-là, il remet ça en importance de si tu mets beaucoup plus d'efforts, c'est impossible que tu n'auras pas les résultats que tu veux. Là. Au final, là, 10x, 10 fois les efforts que tu pensais mettre, mais pas nécessairement clair de le mettre 10 fois, là, mais ça peut être un peu moins, mais dans le sens qu'il y a un certain travail à faire là, qui doit être fait là, pour aller où est-ce que tu veux. C'est inévitable. Là.
C'est ça, tu peux pas avoir ça gratuitement. Tu dois mettre les efforts, puis si tu mets les efforts, tu vas les avoir, tu vas les accomplir. C'est aussi simple que ça. Et tu te poses à n'importe qui a certains succès, tu te demandes pourquoi il est rendu là, ben, il va te dire c'est parce que j'ai mis tous les efforts. Que ce soit toi, que ce soit moi, que ce soit n'importe qui. Pour finir, Brian, on va jouer un petit jeu. Okay, ça va être la dernière question. C'est pas une question, c'est un petit jeu. Alors, je vais te dire un mot et je veux que tu me dis en un mot, en une phrase, ça représente quoi pour toi? Succès. Moi, le succès, pour moi, ça représente, c'est quand même un certain équilibre dans toute ma vie. Donc, que ce soit pas juste mon succès professionnel, mais que ce soit aussi dans mes relations avec mes amis, ma famille, tout ça. Je veux que... C'est tough d'atteindre l'équilibre, mais pour moi, ça représente ça, c'est que tu as du succès dans chacune des sphères qui est importante pour toi dans la vie. Équilibre. Équilibre. C'est ça. Mais non, ma prochaine phrase, c'est équilibre. Ça représente quoi, équilibre pour toi? L'équilibre, c'est ça. C'est tout ce qui est important pour toi, tu es capable de mettre du temps pour. De ne pas trop sacrifier quelque chose pour avoir quelque chose d'autre. Oui, des fois, c'est important de le faire, mais pas trop souvent. C'est un peu ça. Okay. Argent. Liberté. OK. Famille. Famille. L'amour. Non, c'est ça. Ah, c'est l'amour. Ça peut être l'amour. C'est des gens qui ils vont toujours t'aimer, ils vont toujours être là pour toi. Et immobilier. L'immobilier, pour moi, c'est la passion, mais aussi la liberté. Okay. Comme je disais avec l'argent tantôt. Okay. Et dernièrement, PMML. PMML, ça représente Power, Money, Mindset, Leverage. C'est vraiment ce qu'on... Au-delà de Patrice Ménard Multilogement, c'est vraiment ce que ça représente, mais je pense que c'est bien visé parce que c'est vraiment ça. C'est Power, Money, Mindset, Leverage. Good, awesome. Merci beaucoup pour le partage, Brian. Je suis extrêmement reconnaissant que tu sois ici avec nous. On a beaucoup appris et je pense que j'ai beaucoup appris. Je pense que les gens vont beaucoup apprendre aussi avec cette entrevue. Donc, merci pour les gens qui veulent apprendre plus de commercial. Appelez Brian. J'invite à appeler Brian. Bientôt, ils vont appeler Sirouyan avec tous les conseils qu'il a pris. ouais, good. That's the goal, right? Donc, merci beaucoup, Brian. C'est vraiment apprécié. Merci d'être ici. Tu n'étais pas obligé. Tu es venu pour partager. Donc, c'est super cool. J'apprécie énormément. Ça m'a fait plaisir. Merci à toi de ton temps. Toujours un plaisir d'échanger. Puis, pour ceux qui auraient des questions ou qui veulent communiquer avec moi, ben, ça me fait plaisir. On va marquer tes coordonnées dans l'écran ici en bas. Parfait. Ouais.